quatre saisons. Et venez, chaque année change la nature. Printemps, paupières-bois fleuris, l'été pour des belles soleils avec l'automne, aux feuilles qui voient tomber. En hiver, la nature met en manteau blanc. C'est le sol, tous petits oiseaux besoin chauffer. Solaire était caché, comme s'il peut paraître avec l'hiver, ciel la guerre, belles étoiles. Radio 4 saisons. There comes a time when someone wants to listen to something new. There comes a time when everyone deserves the best for themselves. There comes a time when a passion becomes a mission. Welcome to the colorful station. Welcome, Guillaume Kofi. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Passionné des arts et des mots, Michel Laliberté est l'auteur du roman historique Nativa 1884 à 1955, La maîtresse des camélias. Professeur associé, professeur honoraire, professeur agrégé à la retraite, Michel a été invité à donner plusieurs lectures publiques de son premier roman au Québec, aux États-Unis et en Europe. Ce jour, 6 février 2025, Michel Laliberté se libère de quelques responsabilités pour nous parler sur la belle station Radio 4 saisons. Et ce n'est à nulle autre émission que les rendez-vous GK, la référence qui fait la différence. Soyez la bienvenue. Moi, c'est Guillaume Kofi. Tourne la roue du temps. Du temps, j'en ai plus comme avant. Avant que je t'aime puis qu'on se perde. Avant que la vie ne soit trop chienne. Reste tout près de moi. Moi j'ai besoin de toi. Toi qui comme un magicien m'emmène dans un monde où rien n'est plus pareil. Pareil, c'est toujours pareil. Avec la peine, elle prend tout l'espace. On s'y habitue et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, je la jetterai à la mer. Mon capitaine, tu seras comme des enfants qui se souviennent. Par où ton cœur va bien. Mais surtout reviens. Tu peux poser ta main sur la mienne. On ira danser la valse des peines. Rien n'est fini entre nous. J'ai la force d'un fou. Et que crève ce diable que tu aimes. Il ne sait rien de ce que tu es. Pareil, c'est toujours pareil. Avec la peine, elle prend tout l'espace. On s'y habitue et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, je la jetterai à la mer. Mon capitaine, tu seras comme des enfants qui se souviennent. Les rendez-vous GK, c'est avec Guillaume Kofi. Ce sera plus pareil.
peu plus de peine à ton réveil. Et si c'était moi, la magicienne, qui guérit les enfants qui se souviennent. Les rendez-vous GK, votre plateforme de discussion, de sensibilisation et d'édification. Si lorsque je m'efface, il fait froid et je glisse, 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 mes mains perdent leur prise. Mon souffle se ralentit et son écho m'enivre. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons.
l'émission des discussions, des références sur la belle station Radio 4 saison. En ce jour du jeudi 6 février 2025, je l'ai dit d'entrée, nous recevons une référence aussi dans le grand monde de la littérature, des arts, des mots, des paroles profondes, philosophiques. Elle, c'est Michel Laliberté, professeur associé, professeur honoraire, professeur agrégé à la retraite. Mais reste toujours active, hein? Oui, vous allez le savoir. Michel, bonne arrivée. Tu es chez toi? Oui, bonjour. Bonjour Guillaume, ça va? Oui, ça va bien là. Waouh! Pendant que je préparais l'émission, je disais, mais attends, depuis combien d'années on tente d'avoir une émission, on n'a pas pu avoir? Ça fait 2 ans, oui. Oui. Tes calculs sont bons. Moi aussi, j'ai calculé, j'ai dit, mais ça fait 2 ans cette affaire-là, hein? Waouh! Enfin! Michel est ici. Là, présentement, tu nous parles de quel endroit, de quelle ville? Je suis à Baie-Sainte-Catherine, dans la magnifique région de Charlevoix. Attends, il faut répéter pour nous tous là. Répète. Je suis au bord du fleuve Saint-Laurent, à Baie-Sainte-Catherine, dans la magnifique région de Charlevoix. Donc à 2h30 à l'est de Québec, de la ville de Québec. Ok. Je suis très loin. Je me suis expatriée. Pour mieux écrire. Oui. Justement, chers auditeurs et auditrices, moi j'ai fait une petite recherche de l'endroit où Michel est là. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est magnifique. Magnifique. Des cours d'eau et aussi les arbres. C'est pas les collines aussi. Je ne sais pas si j'ai vu des montagnes ou des collines. Hein? Et le fleuve est superbe. Là, c'est la mer ici. Ah. Avec les marées, l'eau est salée et tout. C'est la plus belle région du Québec. La plus belle. Ok, là on t'a comprise. La plus belle région de la province de Québec. Ok, là, tu viens aujourd'hui à Radio 4 saison, les rendez-vous GK. On va parler de ton roman historique Nativa. Là, déjà, je vais lire le thème. C'est le roman historique Nativa, 1884 à 1955, La maîtresse des caméléons, publié à Montréal aux éditions Sémaphore. Et là, tu as décidé de nous parler de ce livre. Moi, j'ai des petites questions, c'est vrai, on a préparé, mais le choix même d'un roman historique, pourquoi le choix d'un roman historique? Pourquoi pas, par exemple, une nouvelle? Pourquoi pas des poésies? Je ne sais pas. Ah, parce que je raconte, c'est un roman historique, mais c'est une histoire familiale aussi. Ok. C'est l'histoire de famille. Et c'est ça, c'est l'histoire de Nativa. Nativa Faubert était la tante de mon père et elle a eu une vie tout à fait rocambolesque. Et j'ai décidé d'écrire son histoire. Ok. J'espère que j'ai tous les bons sons là parce qu'il me semble que aussi tu es un peu loin. Je ne sais pas pourquoi là. Les éditeurs ont compris. Et là. Je vais me rapprocher. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, ça va. C'est très bien. Et déjà, moi, quand j'entends déjà historique, ben, je sais pas, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce que j'ai entendu le mot historique. Donc, que devrions-nous entendre par roman historique? Bien, tout d'abord, c'est une histoire qui débute en 1890 et qui se termine en 1955. C'est le journal fictif de Florida Faubert. Donc, pour raconter cette histoire, je me suis mise dans la peau de ma grand-mère, Florida, et j'ai écrit son journal fictif, mais à partir d'éléments véridiques, à partir de faits que j'ai trouvés dans les archives, dans les journaux de l'époque et tout ça. Tout ça afin de décrire cette histoire qui est vraiment
digne d'intérêt, vraiment. Et l'histoire commence à Sainte-Cécile de Valleyfield, au Québec, parce que c'est là que ma grand-mère et sa sœur Nativa sont nées. Et ensuite, on passe à Lewiston, dans le Maine, dans l'État du Maine, aux États-Unis, parce que les deux filles, c'est-à-dire toute la famille Faubert, leur mère étant décédée en 1895, décédée de la tuberculose, les deux filles sont envoyées chez leur tante à Lewiston, dans le Maine. Et c'est pour ça qu'une bonne partie de l'histoire se déroule aux États-Unis. Alors là, j'ai décrit tout le contexte des Canadiens français exilés, les filatures de coton, etc. Et ensuite, dans la deuxième partie du roman, là, on passe à Montréal parce que les deux filles, Florida et Nativa, retournent à Montréal au début du siècle dernier. Et c'est là que Nativa fait la rencontre de Camillien Hood. Et elle sera la maîtresse de Camillien Hood pendant 20 ans. Voilà. Ouais, ce petit côté-là m'a fait un peu rire lorsque je préparais aussi notre causerie. Une maîtresse pendant 20 ans, il y a beaucoup à apprendre. C'est un roman historique qui est agrémenté de photos et de documents d'archives. Donc, c'est un peu comme un album de famille avec photos et des extraits de lettres et de documents. C'est ça. Donc, c'est un roman historique parce que tout ce qui est raconté est tiré de faits vécus et de documents d'archives ou de choses que j'ai lues dans les journaux ou dans des livres. Donc, il n'y a pas de place à la fiction? Tu veux me dire que tout est réel? Non, bien sûr. Naturellement, j'ai dû mettre de la chair autour de l'os. C'est le journal fictif de Florida Faubert. Là, j'ai inventé les dialogues, par exemple, sauf exception, des dialogues qui m'ont été rapportés. Mais bon, naturellement, je suis partie de faits réels, mais j'ai dû... c'est son journal. Alors, en quelque part, j'ai dû inventer là, pour relier les événements les uns aux autres. Ok. Et pour te titiller un peu, si nous devrions attribuer des pourcentages au réel et à la fiction dans ton roman historique, quel serait le taux pour chaque? C'est-à-dire, mais chose certaine, tout ce qui est mentionné provient, la source, comme je l'ai dit tout à l'heure, provient d'une source réelle, documentative ou livre, ou bien des anecdotes, naturellement. Il y a beaucoup de choses qui dérivent d'anecdotes familiales. C'est difficile d'attribuer un pourcentage. Mais c'est un roman historique, un journal historique à partir d'éléments réels. Ok. Tu ne veux pas donner de pourcentage? C'est comme... Ok, on t'a compris. Il n'y a pas de souci, Allez, chers auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de Radio 4 Saisons, la référence. Nous recevons notre invité du jour qui s'appelle Michel Laliberté, professeur associé, professeur honoraire, professeur agrégé à la retraite. Voilà. Et puis, le thème de discussion ou bien de notre échange, c'est le roman historique Nativa, 1884 à 1955, La maîtresse des caméliens, publié à Montréal aux éditions Sémaphore. Merci déjà, Michel. Et puis, je voudrais te demander pourquoi avoir écrit ce livre. Je sais que tu l'as brossé lorsque je t'ai posé la première question, mais peut-être d'où est venu ce besoin-là, cette nécessité? C'était un besoin tout à fait viscéral depuis mon enfance que je voulais écrire ce livre. C'était pour comprendre ce qui s'était passé avec cette foutue famille qui est la mienne, pour me comprendre moi, pour comprendre d'où je viens, parce que mon père, quand il avait pris un verre de vin à table, il devenait tout ému et là, il nous parlait de Nativa. Il nous parlait de sa mère, Florida. Et il devenait tout ému et c'est les seules fois que je le voyais ému, c'est quand il parlait de sa mère ou de sa tante. Et il en parlait très peu. Et là, j'essayais de lui tirer les verres du nez. Il se refermait comme une huître. Là, il me disait, là, n'appelle pas de ça à personne, là. Là, il avait honte. C'était la honte. C'était
c'était les mensonges aussi. Et moi, je me suis dit, non, mais moi, je veux savoir réellement ce qui s'est passé. Alors, j'ai passé 4 ans de ma vie, j'ai fait 4 ans de recherche dans les archives pour comprendre ce qui s'était passé. OK. Et aussi, tu me demandes pourquoi? Oui. Pourquoi? Je me permets, je comprenais pas parce qu'il me parlait de Nativa, il me disait qu'elle était riche puis qu'elle était snob. Puis en même temps, il me disait qu'elle avait été élevée dans un orphelinat. Alors moi, je comprends absolument rien de C'est vraiment dans un souci viscéral de compréhension et ça m'a vraiment aidé d'écrire ce livre-là parce que maintenant, je comprends. Oui. Je me comprends. Papa voulait pas donner de pistes bien claires, donc il mélangeait beaucoup de choses en même temps. Exact. Oui. Il faut revenir un peu sur le personnage, c'est comme ça je dis, le personnage du roman, Camélia Wood. Qui était-il exactement? Camélia Wood. Ouais. Camélia Wood, c'est un homme qui a fait carrière en politique au Québec. C'est 26 ans de carrière politique au Québec, dont 18 ans comme maire de Montréal, là, si on met bout à bout ses mandats à la mairie de Montréal. Son dernier mandat a été de 45 à 54, donc environ 9, presque 10 ans pour le dernier mandat. Il était aussi en même temps, ça se chevauchait de temps en temps, il était chef du Parti conservateur du Québec aussi. Okay. Il est surtout connu parce que ce qu'on se rappelle de lui, de Camillien Wood, il s'était opposé à la conscription en 1941, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait incité les Canadiens français, il dit Canadiens français là, parce que le mot québécois n'existait pas à ce moment-là, mais il avait incité les Canadiens français à ne pas aller s'inscrire pour s'engager dans l'armée lors de la conscription. Donc, à cause de ça, il a été déporté en Ontario, il a été mis dans un camp de concentration pendant 4 ans, donc il a fait de la prison pendant 4 ans. Et quand il est revenu après la guerre en 1945, il a été accueilli en héros. C'était un homme qui était adulé par les Québécois, pas seulement par les Montréalais, mais par les Québécois. C'était un personnage tout à fait spécial, Camillien Wood. Okay. Et j'en parle naturellement. La moitié de mon livre, pratiquement, est consacrée à Camillien Wood. Excellent. Et tu as suggéré aussi qu'on joue un titre, La Bolduc. Ah oui. Oui, merci. Donc, oui, j'aimerais dire qu'on écoute une chanson de La Bolduc parce que cette chanson que tu vas faire jouer, elle date de 1931, donc pendant la Grande Dépression. Et dans mon livre, naturellement, je parle beaucoup de la Grande Dépression de cette époque. Donc, on peut l'écouter et ce serait gentil. La Bolduc, ça va venir. Découragez-vous pas. Allez, on écoute. Merci. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer. De l'ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, puis ça va venir, ne décourageons-nous pas. Moi, je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. On se plaint à Montréal, après tout on est pas mal. Dans la province de Québec, on mange à notre pain sec. Y a pas d'ouvrage au Canada, y en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certains de crever de faim. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. Cher de ce temps ici, pour se nourrir à que dit, faut pas que ça monte à la grossée. Je me tape fort sur les biscuits, mais je peux pas faire de l'extra. Mon petit mari travaille pas, à force de me priver de manger, je laisse ta mort tatiner. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter.
Me voilà mal à manger, j'ai des trous dans mes souliers. Mes talons sont tout travers, et puis le bout qui trousse en l'air. Le dessus est tout fendu, la doublure tout décousu. Les orteils me passent à travers, c'est toujours mieux que pas n'avoir. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gai, et je continue à faire lutter. Le propriétaire qui m'a loué, il est bien mal à manger. Ma boîte à charbon est brûlée, et puis j'ai 5 vitres de casser. Ma lumière disconnectée, puis mon eau est pas payée. Ils ont pas besoin de venir m'achaler, m'aller ça prend pas de l'escalier. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur gai, et je continue à faire lutter. Waouh! Moi, c'est la toute première fois que j'écoute cette chanson-là. Merci, Michel, pour la suggestion. De rien. Comment est-ce qu'elle fait ça? Je dis, waouh! Oui, vas-y. Et d'actualité aussi, hein? Découragez-vous pas avec toutes les mauvaises nouvelles dont on entend parler ces dernières semaines. Il ne faut pas se décourager. Non. On va pas se laisser prendre par le découragement. Merci en tout cas pour la suggestion musicale. Et puis voilà, c'est quelque chose d'historique aussi, c'est ça, hein? Puisqu'on parle de roman historique. Oui, justement. Dis-nous un peu, comment est-ce que tu as procédé pour écrire ce livre dont nous parlons? J'en ai glissé un mot tout à l'heure. Oui. C'est parti d'anecdotes familiales. Donc, surtout des anecdotes racontées par mon père, mais aussi par sa sœur, Gilberte. Et quand mon père est décédé, j'ai contacté, parce que je ne pouvais pas parler de ça avant que mon père décède. J'ai commencé à écrire après sa mort. J'ai contacté mon cousin Jean-Pierre, qui lui avait énormément d'anecdotes parce qu'il avait 20 ans de plus que moi. Et aussi le cousin de mon père, Gérard Faubert. Donc, je suis partie avec des anecdotes. Donc, j'ai fait une liste de toutes les anecdotes familiales. Ensuite, j'ai pris les photos de famille et toute la correspondance familiale. J'ai trié ça et j'ai laissé aller mon imagination à partir de ces anecdotes et les photos de famille et tout. Et entremêlé à tout ça, il y a eu 4 ans de recherche dans les archives à Montréal, la Bibliothèque nationale, à Lewiston, la bibliothèque de Lewiston dans l'État du Maine aux États-Unis, parce qu'une partie de l'histoire, comme je le disais, se déroule aux États-Unis, ainsi qu'à Paris, parce qu'il y a une petite anecdote qui se déroule à Paris. Wow. Dans les bibliothèques, alors j'ai fait beaucoup de lecture de livres, d'articles, de thèses, de doctorat. J'ai tout lu ce qui a été écrit sur Camille Rose. Et j'ai fait aussi beaucoup d'observations sur le terrain à Sainte-Cécile-de-Valleyfield. J'y suis allée plusieurs fois. J'essayais de m'imaginer comment c'était au bord du lac Saint-François à l'époque. J'essayais de calculer les distances entre la ferme familiale et l'école et combien de temps ça prenait pour s'y rendre à cheval, à pied, à vélo. J'ai fait la même chose à Lewiston. J'ai essayé de retracer les maisons dans lesquelles mes ancêtres ont vécu. À Montréal aussi, naturellement, c'était plus difficile parce que c'était pendant la COVID, mais j'ai quand même réussi à pénétrer dans l'appartement de ma grand-mère. Et c'est un appartement très important dans l'histoire parce que, je vais révéler un petit détail croustillant. C'est dans cet appartement-là que mon grand-père a essayé de tuer ma grand-mère. Et donc, j'avais besoin de connaître l'appartement. Il n'a pas été rénové, donc c'était parfait. J'ai pu décrire les lieux et surtout les journaux d'époque. Donc, à Lewiston, il y a un journal canadien-français d'époque qui date de la fin du 19e, qui s'appelle Le Messager. Donc, j'ai numérisé une quantité effroyable d'articles de journaux qui parlent de la vie quotidienne des Canadiens français à Lewiston. Et à partir de tous ces documents, à chaque jour, je m'assoyais et j'écrivais une histoire en m'inspirant soit d'une photo, soit d'une anecdote, soit d'un article de journal, etc., etc. Wow. Ouais. Wow.
Ouf, il y avait la volonté, hein, et tu as ajouté à cela. Beaucoup de passion parce que je voulais vraiment faire la lumière sur tout ça. Ouais. Et quand tu parlais de ton père, tu as évoqué aussi le côté, il était réticent, il refusait par moments, il n'allait pas trop loin dans ce qu'il disait. Quand tu as approché aussi les cousins, quelle a été leur réaction? Il faut dire que mon cousin, Jean-Pierre, celui qui avait... C'est un seul que tu as approché? Oui, c'est parce que moi, je n'avais pas de contact avec lui. Okay. Et je l'ai connu, en fait, après la mort de mon père. Et lui, c'était incroyable, toutes les histoires qu'il avait. Et sans lui, le livre n'aurait jamais eu la dimension, n'aurait jamais été aussi étoffé sans ces histoires que j'ai rapportées dans le livre. Ouais. OK. Et lui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment est-ce que lui, il a obtenu ces anecdotes? Comment est-ce qu'il les a sues? Il les a vécues. Ah, il les a vécues. Auprès de sa grand-mère, comme moi. C'est-à-dire, il a la même grand-mère que moi. Et de Nativa. Il a connu Nativa. Il a connu Camille Yaoud. Il a tout vécu, cette époque. Donc, ça a été fantastique de pouvoir lui parler. OK. Excellent. Et l'ensemble même, je veux dire, le reste de la famille, quand le livre est sorti, quelle a été leur réaction? Ma famille était vraiment ravie. Tout le monde était très content parce que tout le monde dit merci. Michel, on comprend ce qui s'est passé. Finalement, c'était le but de tout ça. Même mes nièces m'ont remercié parce qu'elles ont compris des choses sur leur propre personnalité, parce que ça se transmet tout ça d'une génération à l'autre. C'est ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a des anecdotes ou bien des petites histoires que tu voudrais nous raconter lorsque tu faisais tes recherches? Des histoires, des anecdotes que tu as découvertes, par exemple, je ne sais pas. Oui, j'ai fait plusieurs découvertes très, très importantes. Oui. Okay. Dans les archives, c'est fou tout ce qu'on peut trouver quand on fouille, là, quand on passe beaucoup de temps dans les archives. Que j'ai communiqué avec les archivistes aussi qui m'ont envoyé plein d'informations. Ma plus grande découverte, c'est l'orphelinat de Nativa, parce que je disais tout à l'heure que Nativa a été envoyée à un orphelinat à Lewiston, dans le Maine. Puis je ne comprenais pas pourquoi elle était si riche et si snob. Mais à un moment donné, après des semaines et des semaines de recherche, il y a une archiviste qui m'écrit. Elle me dit, je l'ai trouvé, Nativa, je l'ai trouvé. Et c'était l'orphelinat des Sœurs parisiennes de Notre-Dame de Sion. Et là, je suis quasiment tombée en bas de ma chaise. Je me dis, OK, là, je comprends. Elle a été élevée par des Sœurs parisiennes dans un orphelinat de riches orphelins. Donc, ça expliquait en grande partie pourquoi elle avait reçu une si bonne éducation, pourquoi elle se pensait supérieure aux autres, parce que ce complexe de supériorité, elle l'a transmis à mon père. Donc, je peux comprendre d'où ça venait, tout ça. Et la deuxième chose que j'ai trouvée, c'est qu'elle avait eu une liaison avec un médecin d'une très grande renommée à Montréal, qui était même à la tête de l'ordre des médecins à l'époque, au début du 20e siècle. Et elle avait réussi, et ça, j'ai tous les documents des avocats de 1918, pendant la grippe espagnole, elle avait réussi à lui extorquer tous ses biens avant qu'il meure justement de la grippe espagnole. Elle lui avait fait signer des papiers. Ça, c'était son amant. Elle vivait en concubinage en 1918. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer comment c'était honteux à l'époque pour ma famille d'avoir quelqu'un qui habitait en concubinage avec un homme. Ça se faisait absolument pas à l'époque. Donc, elle a réussi à lui voler finalement tous ses immeubles et à devenir riche par la suite. Et l'autre découverte, est-ce que je peux parler d'une dernière découverte que j'ai faite? Oui, vas-y. J'ai compris aussi pourquoi mon père, il avait dû interrompre ses études, et j'ai compris comment c'est qu'il avait étudié au Collège Notre-Dame. Mon père a été éduqué avec l'argent de Camille Yaoud, le maire de Montréal. Parce que Camille Yaoud donnait de l'argent à sa maîtresse, Nativa, qui, elle, en donnait à ma grand-mère,
Donc, mon père a eu droit à une superbe éducation au Collège Notre-Dame et il nous avait dit qu'il avait 2 diplômes, dont un du Collège Notre-Dame, mais en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il nous a menti parce que en 1941, quand Camille Wood a été envoyé en prison, il n'y avait plus d'argent dans ma famille. Les fonds ont été coupés. Nativa ne recevant plus d'argent de Camille Wood, mon père a dû arrêter le collège. Et ça, il avait vraiment honte de ça. Et il était très contre sa mère parce qu'il ne comprenait pas la situation à l'époque. Donc, j'ai découvert ça aussi, ce qui est très important pour moi de comprendre la personnalité de mon père. Pourquoi il a tellement insisté pour que moi j'étudie. Ouais. Il a beaucoup l'étude et il avait dû interrompre ses études. Donc, ça explique tout. Voilà. Est-ce que ton papa t'a transmis aussi ce complexe-là de supériorité? On l'a tous dans la famille. Merci pour ta franchise, Michel. Ok, ça, c'est un bon héritage de papa. Merci, papa. Merci, Nativa. Oui, ça vient d'elle. Ça vient d'elle. Ah, c'est bien ça. Des petites histoires comme ça. Lorsque j'ai fait ma petite recherche sur Internet à propos de ton livre, certaines personnes parlent d'un livre féministe. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Et pourquoi c'est sur un livre féministe? Ah, merci pour cette question. C'est très important de le mentionner. Oui, moi, au départ, j'étais inconscient. Je n'ai pas voulu écrire un livre féministe, mais il a été décrit par la suite comme un livre féministe parce que tous les histoires qui sont racontées dans ce livre, la plupart, évoquent la violence faite aux femmes, violence sexuelle, entre autres. À l'époque, il y avait 3 choix pour une femme. On pouvait devenir épouse et mère, ou bien religieuse, ou bien prostituée. C'est sûr qu'avec la révolution industrielle, par la suite, on pouvait aussi travailler en manufacture, se faire exploiter dans une manufacture, mais les femmes ont vécu une violence épouvantable, des injustices considérables. Et j'en parle beaucoup dans mon livre. Je vais décrire des viols dans mon livre, la maltraitance des enfants dans les filatures de coton, etc., etc. Donc, ça donne un bon portrait de l'histoire des femmes, entre autres, pendant la première moitié du 20e siècle. Donc, c'est pour ça qu'on en parle comme un livre féministe. D'ailleurs, j'avais été invitée dans une classe à Genève, en Suisse, dans une classe de lycée, pour rencontrer des étudiants qui avaient lu mon livre, et le thème, c'était le féminisme. Et j'avais lu mon livre, ils m'ont préparé une quinzaine de questions. Oh! Et, oui. Intéressant ça, intéressant ça. Merci beaucoup, Michel. Et puis, à 17h39 heure de l'Est, 22h39 temps universel. Je rappelle que Michel Laliberté est notre invité. Elle est professeure associée, professeure honoraire, professeure agrégée à la retraite. Le thème de discussion... Comment? Je voudrais mentionner que c'est l'Université du Québec en Outaouais. Oui, à l'Université du Québec en Outaouais. En Outaouais, oui. Ouais, tu veux que je l'ajoute? Il n'y a pas de souci, mais tous les titres là, ça c'est à toi. Que tu ailles dans n'importe quelle université, tu seras toujours professeur. OK. Parce que je suis retraitée, mais je suis toujours professeur associé parce que j'ai un dernier projet de recherche en cours à l'université. C'est pour ça. OK. Vous voyez un peu le côté de papa et de Nativa. le côté de complexe de supériorité, là. OK. Donc, c'est tout ça que Michel Laliberté. OK. On l'apprend comme ça. Voilà. Donc, le thème de discussion, c'est le roman historique. Nativa,
1884 à 1955, donc 1884 à 1955, La maîtresse des caméléons, publié à Montréal aux éditions Sémaphore. Avant que Michel, tu nous lises quelques extraits que tu as bien voulu nous partager, on va avoir juste une petite transition musicale et puis on te revient, ok? Merci. Et puis tu prends une pause juste, de quelques 3-4 minutes maximum. Merci. D'accord. À tout à l'heure. Merci de rester toujours à l'écoute de la belle station Radio 4 Saison, l'émission des références, les rendez-vous GK. N'oubliez pas, je suis à l'antenne jeudi 17-18 maximum, heure de l'Est, 22h, 23h30 maximum, temps universel. Et les samedis, midi 14h, dans le cadre de l'émission de musique, Coupé décalé Vibes, midi 14h. Heure de l'Est, 17h, 19h, temps universel. Nous recevons Michel La Liberté. Oui, nous avons aussi une dose de liberté ici, hein? C'est Radio 4 Saison. Restez ici, de la bonne musique qui vient de la Côte d'Ivoire, ce beau pays en Afrique de l'Ouest. Le genre musical s'appelle Zouglou. Zouglou. Edouard Seka, le national. C'est vrai, dans la vie, là, l'argent n'a jamais suffi. Quand tu as 10 000, tu as problème de 100 000. Nous tous on prend crédit, oh. Si tu prends, il faut payer, oh yeah. Roger Bolou, oh. Ça vient d'amitié. Tard dans la nuit, Bolou est venu me voir avec un sac à problème. Yeah, Nayou, oh. Mon fils est malade, oh. Ils ont coupé mon courant, oh. Voilà 2 jours on mange pas. Et ne c'est pas fini. Ma femme est à terme, oh. Propriétaire de mes vidéos. Ma mère vient de mourir. Mieux oui ça va pas. Pardon, donne-moi crédit, oh. Nom de Dieu je vais payer, oh. Fais-moi crédit, oh. Problème à me tuer. Zokora Simplice, Kassé Florent, Oné Suleiman. Bolou t'es mon frère, tes problèmes sont aussi les miens, yo. Voilà 200 000, prends ça pour te dépanner. Mais ah oui tu me payes quand? Tu me dis le mois prochain. La date donnée est passée, je réclame mon jeton. Je l'encaisse matin. Tu me dis pas à midi, oh. Yeah, à midi, oh. On me dit il fait la sieste. Je passe la nuit, oh. On paye pas crédit la nuit, oh. C'est qu'il a oublié. C'est la nuit, il a pris crédit. Tu me vois, tu te caches. Je t'en parle, tu te fâches. Mais il faut que tu saches. Dédé Clarisse, Dior, la marraine. Nyawrio no mile. Si peteme. Oh ma oh no mile. Yeah, nyawrio no mile. Si peteme. Hey oh no mio. Yeah, yaya c'est. Waponanya zedere, tu n'as pas de sentiments pour les autres. Guillaume Vergès, Série Didier, Ossou, Oscar. Netumala katundete, ale juru konide. Netumala beyo, dile pola kalama. Netumala renetaou. Netumala adingo, dile pola kalama. Netumala mama, yeah.
je t'en parle, tu te fâches, mais il faut que tu saches qu'elle est notre beau. Nyawrio no mile, oh ma no mile, yo nyawrio no mio, wa ayo. Vous êtes branchés sur la radio du monde. La fin qui fait pitié, tu l'enlèves un problème, il te met dans un nuit. Tu fais le sauver, c'est lui, il va te noyer. Oh maman Julie, oh maman faut payer crédit d'air. À Paris, oh ça m'a foutu. Tu dois un peu partout, c'est toi qui parais l'anniversaire. Quand on vient t'encaisser, tu prends ça pour mettre en valeur. À Paris, où ça m'a foutu. Isabelle Girole, maman, ça m'a foutu. Sidonie de Belgique, Itole, ça m'a foutu. Abou la guerre, ou Balé, ça m'a foutu. Diagen la boue, ça m'a foutu. À Paris, ça m'a foutu. Et à Paris, où ça m'a foutu. There comes a time when someone wants to listen to something new. There comes a time when everyone deserves the best for themselves. There comes a time when a passion becomes a mission. Welcome to the colorful station. Welcome, Guillaume Kofi. Merci de rester toujours à l'écoute de la belle station Radio 4 saisons, l'émission Les Rendez-vous GK, les rendez-vous de Guillaume Kofi. Nous sommes de retour et Michel est toujours ici avec nous. Cette fois-ci, elle va nous partager quelques extraits de son livre. Michel, tu as la parole. Allez, vas-y. Oui, d'accord. J'ai le plaisir de vous lire 3 petits extraits de mon livre. Le premier se déroule en 1898. Comme je le disais tout à l'heure, il y avait un journal à Lewiston, dans l'État du Maine, aux États-Unis, un journal écrit par et pour les Canadiens français d'époque qui s'appelait Le Messager. Et j'ai écrit cette partie de l'histoire à l'aide de cet article de journal que j'ai trouvé dans Le Messager. Alors, je commence à vous lire l'extrait. Les journaux de Lewiston étaient remplis de ces histoires racontant les péripéties des shérifs aux prises avec les conséquences de la prohibition. Ils saisissaient des gallons de whisky toutes les semaines à la gare du Grand Trunk et dans les buvettes clandestines. Un jour, à l'atelier de chapeau, alors que mademoiselle Alphonsine Houdon était occupée à garnir un couvre-chef noir, sa sœur Amanda, assise au comptoir, se mit à raconter ce qu'elle venait de lire dans un article du Messager. Il y a eu 9 ivrognes devant le juge samedi dernier. Ils sont tous allés se promener à l'hôtel du Sheriff Hill à Auburn pour 30 jours. Maudite boisson. Puis non, là, c'est pas juste les Irlandais, là, vous saurez. Nous autres aussi, les Canadiens, on fait pas mal de niaiseries. Mais quand même, on a toujours une bien bonne réputation, là. On n'a peut-être pas beaucoup d'éducation, mais côté moralité, là, ils disent qu'on est les meilleurs immigrants. C'est vrai. On a du patriotisme, nous autres. On a de l'union entre nous. On est catholiques. Puis l'autorité des prêtres, là, on la respecte.
C'est pour ça qu'ils nous laissent entrer ici aux États. C'est rendu qu'on est 350 000 en Nouvelle-Angleterre. Bonté divine. Ça doit être parce qu'on n'est pas si pire que ça, après tout. C'est vrai ce que tu dis là, mais là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Comme il dit. La semaine passée, là, il y a 3 ivrognes qui ont dû comparaître devant le juge Cornish. Puis il y en avait 2 qui étaient Canadiens. Il verrait qu'ils avaient l'air d'avoir passé en nuit sur la corde à linge. Maudit verra. Pas tout. Puis la semaine d'avant, la cour d'Auburn a dénommé le Duc a été coupable d'infraction à la loi de prohibition. C'est écrit ici, là, noir sur blanc. Le juge Walton l'a condamné à 60 jours de prison. Puis depuis, là, ils ont fait une saisie. Là. Le nouveau député shérif Carrigan a visité 13 autres buvettes, puis a encore trouvé des liqueurs enivrants. Sans compter les maudits clubs. Hey, c'est rien, ça. L'autre jour, le cheval de notre pensionnaire a pris le mort aux dents. Sans même. Ben oui. Le bonhomme était sous l'influence de la liqueur. Il a été précipité en bas de son buggy. Il est chanceux de s'en sortir rien qu'avec des égratignures. C'est bien vrai. Faut pas se faire trop d'illusions. Maudits hommes. Faut croire que c'est pour ça qu'on ne travaille pas, nous autres, hein? Amanda a repris sa lecture, tandis qu'Alphonsine, d'aiguille à coudre entre les lèvres, semblait avoir de la difficulté à décorer son chapeau garni. Les fleurs séchées lui donnaient du fil à retordre. J'entends encore Amanda s'exclamer « Mon doux Jésus! Vous savez pas quoi? D'après le rapport qui vient d'être publié par les commissaires de Lewiston sur les écoles locales, notre ville compte 7 897 écoliers, 1916 Américains, 1360 Irlandais, 212 Anglais, 156 Allemands, puis 4227 Canadiens français. On dirait bien que tout le Canada s'en vient par ici. Je comprends, donc. Au moins, en travaillant dans une manufacture, les étudiants sont sûrs de pouvoir nourrir leur famille. C'est vrai, ça, on est bien mieux ici. Le Canada, après tout, c'est une colonie, c'est pas un pays libre. Ça se développerait bien plus vite si c'était un vrai pays. Ça aussi, c'est écrit dans le journal de la semaine passée. Là, je l'ai ici, là, attendez, je l'ai découpé, ça disait une minute, là. Ah, je l'ai. L'État de colonie du Canada étouffe l'esprit de progrès et d'initiative. C'est bien trop vrai. C'est bien plus évolué ici aux États. On est bien chanceux, nous autres. On est bien chanceux. Pas rien que ça. L'État du Maine donne près de 23 piastres à chaque enfant canadien qui fréquente une école catholique. Pas au Canada qu'on verrait ça, moi, c'est quand même pas rien. Ah, on est bien mieux. Vous avez bien raison. Wow. Merci. Merci pour le partage. On est bien mieux ici aussi sur Radio 4 Saisons. Wow. Si je te posais une petite question concernant ce passage-là, c'est quoi la caractéristique? Qu'est-ce que ce passage montre ou qu'est-ce que tu veux partager en un mot, 2 mots concernant ce passage? Ben, c'est la quantité, en fait, le nombre effarant à l'époque de Canadiens français, d'enfants Canadiens français qui fréquentaient les écoles d'alors. Et aussi, bon, c'était la prohibition dans ce temps-là aux États-Unis. Et puis, ce qui faisait la manchette, c'était les Soulons, là, les gens qui avaient bu de l'alcool en cachette et qui s'étaient fait prendre. Et le fait que les femmes à Lewiston, c'était un petit peu plus évolué qu'au Québec. Ils pouvaient travailler là, dans les manufactures, puis ils n'étaient pas obligés de se marier. C'était la différence avec le Québec. Au Québec, c'était très difficile pour une femme de ne pas se marier. Là, ça se faisait, mais c'était difficile. Tandis que là-bas, c'était plus accepté à l'époque pour une femme de travailler dans une manufacture, puis ça se faisait plus. C'est ce que j'ai vu dans les journaux de l'époque. Okay. Deuxième extrait, tu voudrais nous partager? Deuxième extrait, c'est sur le travail des enfants dans les filatures de coton. Donc, toujours à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc, le but de cet extrait, c'était encore un article de journal que j'avais lu et ça m'avait frappé de voir que, en fait, il y avait beaucoup d'accidents dans ces filatures où travaillaient des enfants. Il y avait de blessés. Et
voilà, à partir de cet article, j'ai écrit l'extrait suivant que je lis maintenant. OK. Un matin, au déjeuner, ma tante Odile nous a annoncé... Oh, pardon, je me suis trompée d'extrait. Je recommence, désolée. Pas de Ah souci. oui, je parlais du Androscoggin Mill. Ça, c'est la filature de coton qui existait à l'époque à Lewiston. Toujours dans l'État. Donc, c'est comme ça que ça commence. Le Androscoggin Mill n'était pas loin de l'école. Nous avons marché quelques minutes sous un soleil de plomb avant d'arriver à destination. J'étais étonnée de ne pas entendre le bruit des machines et je me disais qu'il avait dû se passer quelque chose d'inhabituel. Le gardien a accepté de nous laisser entrer. Après tout, nous étions les nièces d'Alexandre Milot, le contremaître responsable des opérations et de la surveillance des travailleurs. Il faisait une chaleur effroyablement écrasante à l'intérieur du bâtiment. Nous avons tout de suite enlevé nos jackets. Même en plein mois de juin, toutes les fenêtres étaient fermées parce que le moindre courant d'air aurait pu produire une étincelle et mettre le feu à la poussière de fibres de coton en suspension partout dans l'atelier de filature. En arrivant dans la salle réservée au twisting des fils de coton, j'ai presque glissé sur le plancher de bois recouvert à certains endroits de l'huile qui s'échappait des machines. Celle-ci était toute à l'arrêt. Tous les ouvriers avaient quitté leur poste et s'étaient regroupés devant une cloison qui semblait s'être effondrée. Une femme d'une vingtaine d'années, sale et trempée de sueur, nous a expliqué qu'une poulie s'était détachée de son arbre de couche, avait défoncé la cloison et frappé une jeune fille qui travaillait dans le département voisin. La victime avait eu une oreille presque entièrement arrachée par un éclat de la cloison. J'ai aperçu Florie, pieds nus, juchée sur un des nombreux grands cylindres d'acier servant à entreposer le coton fraîchement cardé et roulé en cordage. Son tablier, sa chemisette, son bonnet étaient noirs de crasse. Elle essayait de voir ce qui se passait en se dandinant de gauche à droite sur la pointe des pieds. Ravie de nous revoir, elle a sauté de son promontoire et glissé à son tour sur le plancher avant de retrouver son équilibre et de s'arrêter devant nous en riant. Après les salutations et les embrassades, elle a pris un air sérieux et nous a raconté en détail ce qui s'était passé. Il y a souvent des accidents, a-t-elle admis. La semaine précédente, un petit garçon s'était fait accidentellement écraser une main dans une doubleuse, une machine servant à bobiner ensemble plusieurs fils. Le travail du garçon consistait à enlever les bobines pleines et à les remplacer par des bobines vides. Il devait aussi nettoyer et graisser la machine. Florie disait qu'on ne savait pas si l'enfant retrouverait un jour l'usage de sa main. Oui. J'ai une photo de collègue de travail de Florie. Elle avait demandé à son père de travailler avec l'équipe des garçons parce que, contrairement aux filles, ceux-ci bénéficiaient du droit de travailler pieds nus et de prendre une pause pour aller fumer dehors, ce qui était un privilège considérable étant donné la chaleur épouvantable qui régnait dans le moulin. Donc, vous voyez, le sexisme, ça commence en bas âge. Les enfants, les garçons, eux, avaient le droit d'être nu-pieds et d'aller fumer dehors. Les filles devaient être pratiquement élégamment vêtues et ils n'avaient pas de pause. Donc, voilà. Wow. Ça, c'est le deuxième extrait. Oui, on va lire. Tu vas lire le dernier? Je vais lire le dernier. S'il te plaît. Le dernier se passe en 1901 parce qu'à un moment donné, ma grand-mère, Florida, et sa sœur, Nativa, c'est-à-dire que c'est Florida qui, un jour, a décidé qu'elle voulait retourner au Québec. Elle voulait déménager à Montréal, à partir de Lewiston. Et elle essayait de convaincre sa sœur, Nativa, de venir avec elle, de s'en aller à Montréal, donc de quitter les États-Unis. Et les deux avaient une autre sœur qui s'appelait Diana, qui, elle, habitait à la Chine, en banlieue de Montréal. Donc, je commence l'extrait. Okay. Au mois de novembre 1901, j'ai reçu une lettre de ma sœur Diana. Elle venait de se marier. Sa missive vantait les mérites de son nouveau mari, un certain Adélard Laliberté, qui était un homme sérieux et propre de sa personne. En plus, il ne buvait pas. C'était bien rare dans ce temps-là. Il vivait à la Chine, en banlieue de Montréal, et Diana insistait pour que nous venions habiter avec eux, Nativa et moi. J'ai tout de suite accouru chez Nativa en tenant fermement la lettre dans ma main, le cœur battant. « Es-tu folle, Florida?
je voulais retourner au Canada, mais pas s'il faut vivre au crochet d'un ouvrier qui va juste penser à mettre à l'ouvrage dans une manufacture, ou bien qui va me présenter un prétendant, là, propre de sa personne, et fort vaillant, mon enfant, pour que je m'endorme pour toujours sans jamais sortir de mon pire cauchemar de femme au foyer, puis pour me réveiller un jour, mais seulement parce qu'il faut que je calme les pleurs d'une marmoille de petits vonipiers dont les seuls rêves seront bientôt de travailler à shop pour pouvoir se payer une virée à l'hôtel le samedi soir. Non, mais Florida, là, tu me vois, moi, chez Diana, puis comment il s'appelle, là? Adélard, la liberté. Ben, justement, vive la liberté. J'aime mieux rester ici avec Alexandre. J'aime mieux vivre dans le péché, comme ils disent. Au moins, je suis pas dans la misère, puis j'ai pas à travailler à sueur de mon front. Ça a changé, Montréal, il paraît. Il y a des bien belles places à cette heure. C'est pas tous les Canadiens français qui sont pauvres. Il y a moyen de s'en sortir. C'est pas comme avant. Pas si tu arrives avec rien dans tes poches. Florida, tu vas être obligé de te marier tout de suite, c'est tout ça que tu veux? Ben, ça dépend. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas. Colline de Vine, je peux pas croire. Nativa, comment ça se fait que tu parles comme ça? Toi qui haïs les pauvres, toi qui as été éduquée par des sœurs parisiennes, comment ça se fait que tu parles comme une Canadienne issue des bas-fonds de Lewiston? Mon Dieu Seigneur, on croirait entendre ma tante. Écoute, la Florida, je peux pas toujours parler comme dans Cyrano. On n'est pas au théâtre, puis t'es ma sœur. J'ai pas à faire semblant. Tu sais que de toute façon, quand il faut, là, je peux me remettre à réciter des vers par cœur ou une tirade tout droit sortie d'un drame à 3 actes. Florida, il faut que tu comprennes, on n'est pas obligé de renier notre façon de parler. Même quand on est, comme moi, supposément bien éduqué, il y a plusieurs sortes de français, puis ils ont toutes la même valeur. Ça dépend juste des circonstances et de la personne avec qui tu parles. Autrement dit, je vais parler en bon français quand cela me chante, mon achalante. Que cela vous en déplaise, que cela vous pèse, vous lève ou vous crée des malaises, j'en suis parfaitement aise. Sur ce, la main, je vous baise. Et là, ma sœur, je te niaise. Niaise. Ça, là, tu vois, tu changeras jamais. J'aime bien la dernière phrase, non pas la dernière là, mais bien avant, là, juste avant où tu as pris l'accent ou bien la façon de parler de... C'est pourquoi là? Oui, ben, tu vois, c'est tout un personnage. Hein. Elle pouvait passer de français parisien au joual. Elle parlait l'anglais parfaitement aussi. Ah, ok. Elle a d'ailleurs corrigé maintes fois Camille Wood parce que Camille Wood parlait un anglais tout à fait élémentaire, rudimentaire. Ok. Merci beaucoup, Michel. Et puis voilà, moi j'ai beaucoup apprécié les différents extraits là. Hein? Voilà. Je rappelle aux auditeurs et auditrices que nous recevons Michel Laliberté, professeur associé, professeur honoraire, professeur agrégé à la retraite. Elle est à l'Université du Québec en Outaouais. C'est ce que tu veux que j'ajoute, non? Ah, mais t'es pas obligé de lire toute la litanie, là. Bon, dis-moi ce que je dois choisir, là. Professeur associé. Je veux dire professeur associé à l'Université du Québec en Outaouais, oui. Ok. Mais tu as signé comme ça dans tes courriers. Donc, ok. Moi, je suis juste un animateur en radio. J'ai lu tout ce que tu m'as envoyé hein, dans ta signature. Ok, c'est pas grave. En Côte d'Ivoire, il y a un petit, on va dire quoi, adage populaire qui dit que beaucoup de viande dans la soupe, ça ne gâte pas la soupe. C'est toujours bien. Donc, ben là, on va laisser ça comme ça. Comment? Répète? La soupe n'est pas gâtée. Non, la soupe n'est pas gâtée. Donc, professeur associé à l'Université du Québec en Outaouais, c'est ça? C'est ça. Ok. Et le thème de discussion, c'est le roman historique Nativa, 1884 à 1955, La maîtresse des camélians, publié à Montréal aux éditions Sémaphore. Merci Michel, nous terminons sous peu et
après avoir écouté, après avoir partagé quelques extraits avec nous, est-ce que tu penses que tu donneras une suite à cette belle histoire historique, un peu familiale? Très familial, oui. Oui. Il y aura une suite, j'ai d'ailleurs commencé. Et la suite, en fait, c'est ma vie à moi. Je pense que, sans vouloir être snob, c'est intéressant dans la mesure où je ferai des liens entre la vie de Nativa et la mienne. Parce que je suis convaincue que les phénomènes transgénérationnels existent, c'est-à-dire qu'on répète les problèmes non résolus de nos ancêtres. Et j'ai répété des schèmes de comportement de Nativa. Ça s'est transmis jusqu'à moi et j'ai réussi en fait à comprendre en écrivant ce livre. OK. On ne va pas rentrer dans le détail pour que tu nous cites c'est quoi là, mais bon, on va laisser ça comme ça. Lisez, achetez le livre, lisez et vous allez comprendre un peu Michel La Liberté. Voilà. Et je ne sais pas si tu as déjà, avant que tu nous donnes tes contacts et nous dire au revoir, est-ce que tu as quelque chose à dire à propos du livre, à propos de, je ne sais pas, quoi d'autre? J'aimerais remercier Lise Demers et Tania Vienne de la maison Sémaphore parce que sans elle, ce livre n'aurait jamais existé. Et c'est Demers qui avait accepté de mettre des photos et des documents d'archives dans mon roman historique. Donc, ça a été vraiment génial de travailler avec Lise Demers et Tania Bien de la maison d'édition Sémaphore. Merci beaucoup. OK. Merci déjà à toi. Et puis, je peux lire ce que Martine a écrit ici, en quelques mots, là. Elle a apprécié. C'est de Martine, tu parlais, là? C'est ça? Martine? Oui. Ou bien c'est pas elle? Tu as dit qui? Tu veux dire la maison d'édition? De la maison d'édition? Martine Lévesque. Ça, c'est une critique de journal, je crois. OK. Et déjà, parlant aussi de quelques témoignages que j'ai recueillis ici et là, et que tu as partagé avec moi, il y a déjà Léo Kalinda, journaliste à la radio de Radio-Canada, qui décrit le livre en ces termes. Une lecture magnifique, la grande histoire via la petite, nulle meilleure intro à l'histoire des Canadiens français au siècle dernier. Surtout une superbe évolution de Montréal. Merci de cette plongée tumultueuse du Montréal historique avec ses personnages plus grands que nature. Lecture obligatoire pour l'histoire, avec grand H, l'histoire et la sociologie, grand S, donc S majuscule, par la petite lorgnette. Donc je répète, lecture obligatoire pour l'histoire et la sociologie par la petite lorgnette. Waouh! Voilà, Dominique Blondeau a écrit aussi, elle est écrivain conseil, réviseur linguistique et critique littéraire. Waouh, elle a écrit quelque chose aussi à propos du livre. Double dimension de ce livre qui se présente tel un album agrémenté de photos émaillé de nombreux points de repère, retraçant l'histoire percutante de la famille La Liberté. Cette histoire, on a l'impression, on a été divulguée, non pour en sonder véritablement les mensonges et les cachotteries, mais pour nous montrer les tribulations d'une femme, Nativa, qui a payé cher son désir d'émancipation. Ouf. Ouais. Je vais terminer par le témoignage de Martine Lévesque, Les 1001 livres de Martine. J'ai adoré ma lecture. J'ai surtout aimé le personnage principal qui, par sa détermination, sa droiture et sa présence, a réussi à surmonter les interdits, les hypocrisies, les humiliations, les convenances pour suivre dans ce monde et avancer coûte que coûte. Je pense que si les ancêtres de Michel La Liberté étaient des femmes de cette trempe, elle n'a rien à reprocher au passé. Waouh, Michel! Waouh, moi je vais applaudir ça là, hein?
Wow! Ben, aussi, l'univers a fait que je t'ai rencontré en personne, je te connais en personne, donc je suis fier aussi de te compter parmi mes amis. Et puis, voilà, une tête bien remplie aussi, professeur d'université, et puis, papa est fier de toi. Michel, tes contacts avant que tu ne partes? Mes contacts? Oui, comment est-ce que, si quelqu'un voudrait, voilà, communiquer avec toi pour, je sais pas, pour des conférences, pour des quoi, je sais pas. Sur le site de l'Université du Québec en Outaouais, vous Oui. trouverez mon courriel, ou bien sur LinkedIn. Je suis aussi sur LinkedIn. OK. Contacter les éditions Sémaphore qui vont me transmettre tout courriel ou appel. OK. Donc, juste Michel Laliberté. Laliberté en un seul mot. Oui. Est-ce que je pourrais mentionner autre chose? Oui. Vas-y. Moi, j'ai un dernier rêve à réaliser sur cette terre, et c'est l'adaptation scénaristique en film ou en série de Nativa, parce que je vois très bien l'histoire de Nativa et Florida projetée sur grand écran et petit écran. Et j'ai commencé l'adaptation scénaristique et je me suis dit que jusqu'à ma mort, je vais participer à un concours de scénarisation une fois par année jusqu'à ma mort. Jusqu'à temps que le producteur se décide à investir l'argent pour produire la série ou le film. Et c'est sûr que ça coûterait très cher. Donc, on ne se bouscule pas au portillon, hein, parce que ça coûterait vraiment très cher, une série historique comme ça. Mais bon, c'est mon dernier rêve. Merci en tout cas, Michel. Et puis, nous, on n'a pas les grands moyens. On peut te soutenir comme on peut avec nos petits moyens de radio. Radio 4 saisons sera toujours là, OK? C'est très apprécié. Merci, Guillaume. Merci. Bonne soirée. Au plaisir. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Allez, nous nous disons au revoir ici même et puis en vous donnant rendez-vous jeudi prochain, mais bien avant, le samedi, dans 2 jours, ce serait l'émission musicale Coupé Décalé Vibes. Merci, au revoir, love you, goodbye. Et si de la bretonnière, crois-moi comme ça. Mes chéris, oh mais nous bamoki, ouais fais le moyen que chant, mais y'a nous n'y a l'obre quand même, mais le coup mais oui bon, mais quoi pas mais loin, mais ton billet fait, alors bébé, à quoi fait même ego. Y'a dit me c'est oh ben Raphaël. Mais y'a nous n'y l'obre quand même, mais le coup mais oui bon, mais quoi pas mais loin, mais fait billet d'avion, alors bébé, à quoi nous chiffre mais non. Betty me c'est
Vous êtes branchés sur la fréquence ensoleillée. Radio 4 saisons. Les rendez-vous GK, la référence qui fait la différence. Alors les émaillés là, et quoi la wo, mais les kéké, c'est piqué pour les mains, et mort pour son mélo, mais c'est gros pour moi-même. C'est biwa, c'est cuimo, c'est biwa, c'est cela peu, c'est biwa, c'est ni la peu, c'est bio, c'est hontement, Yoma Élysée, quoi, nous c'est faux. Ivone kwa kabishina Zobo ivoe kwa mungo tefo Comme marié kwa kabishina Le parrain Joël, Souba, les mercenaires, atterrissage, sauver les mamans, sauver, sauver, sauver les tantis, les petits mercenaires, Souba, carton le coin, sauver, 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 pas moi comme ça, et si, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Welcome to the colorful station. Welcome, Guillaume Coffee. Mon amour, dis-le-moi, que t'ai-je fait? Tu m'as quitté, reviens à moi, mon chéri. Pourquoi me quitter? Ne me laisse pas, tu n'as pas le droit. Sois raisonnable, ne me fais pas ça. Les rendez-vous GK, votre plateforme de discussion, de sensibilisation et d'édification.